1144, abbaye de Saint-Denis, faubourg nord de Paris. Dans le brouillard matinal et glacial qui s'accrochait aux branches nues des arbres, on distinguait à peine les contours de quelque chose de nouveau, d'inimaginable. L'air était électrisé par l'attente ou le pressentiment d'un bouleversement. Personne ne savait encore qu'en ce jour précis, en ce lieu, les fils du destin allaient se nouer en un nœud qui changerait le visage de l'Europe. L'abbé Suger, un homme de petite taille mais d'une ambition gigantesque, observait les premiers rayons du pâle soleil percer les vitraux du nouveau chœur de sa basilique. Mais ce n'était pas une simple lumière, c'était la matière elle-même transfigurée en couleurs, la manifestation de la grâce divine se déversant sur la terre en flots de rubis et de saphirs. Suger ne voyait pas une simple église rénovée, il voyait une théologie figée dans la pierre et le verre, une nouvelle ère naissant des cendres de la lourdeur romane. Il appela cela une œuvre moderne. La postérité l'appellera gothique. Et ce cri architectural jailli de Saint-Denis se répercutera en écho sur tout le continent, engendrant la plus grande course à la construction de l'histoire de l'humanité. De sombres ombres s'épaississaient sur l'Europe, déchirée par les guerres féodales, les hérésies et la peur de l'inconnu. Mais au milieu de ce chaos, tels des germes d'espoir, les squelettes de cathédrales jamais vues auparavant s'élancèrent vers le ciel. Chartres, Reims, Amiens, Cologne, York. Ces noms deviendront synonymes de l'audace humaine, d'une foi capable de déplacer des montagnes et d'un génie de l'ingénierie qui a défié les lois même de la physique. Mais derrière la façade brillante de la légende des pieux bâtisseurs, inspirée par la seule providence divine, se cache une autre histoire. Une histoire de travail titanesque, de calculs géniaux et d'une logistique d'une ampleur sans précédent. Une histoire de la façon dont les ingénieurs médiévaux, sans ordinateur, sans grue moderne, ni instruments de mesure précis, ont géré des projets qui ont duré des siècles. C'est un récit moins sur les pierres que sur les hommes. Sur les évêques dont la vanité rivalisait avec leur foi. Sur les maîtres maçons géniaux mais souvent anonymes, qui gardaient leur secret comme le plus grand des mystères. Sur les milliers d'ouvriers sans nom dont la vie et la mort sont devenues les fondations de ces géants de pierre. C'est la chronique d'un projet de 100 ans, une saga de la logistique de la construction qui, aujourd'hui encore, frappe l'imagination. Nous nous plongerons dans un monde où la foi était une monnaie, le bois le sang, et la pierre la chair des plus grandes créations de la main de l'homme. Nous suivrons tout le chemin, du premier trait sur le parchemin à l'installation de la dernière croix sur la flèche touchant les nuages. L'air même de la ville médiévale semblait imprégné d'ambition. Mais ce n'étaient pas les ambitions terrestres des rois avides de nouvelles terres. C'était quelque chose de plus grand, une compétition métaphysique qui se déroulait aux yeux de tout le monde chrétien. Chaque ville, chaque évêque, chaque chapitre influent désirait surpasser son voisin en érigeant une cathédrale qui serait plus haute, plus lumineuse et plus magnifique que n'importe quelle autre. Ce n'était pas une simple démonstration de piété, mais aussi un puissant instrument politique et économique. La cathédrale était le cœur de la ville, son centre spirituel, mais aussi son artère économique. Elle attirait les pèlerins dont les dons et les dépenses remplissaient les caisses de la ville. Elle était le lieu des couronnements, des conciles ecclésiastiques les plus importants et des foires. Posséder la cathédrale la plus majestueuse signifiait contrôler non seulement les âmes, mais aussi les bourses. Tandis que les grands prélats rêvaient de gloire céleste et d'influence terrestre, dans le silence des scriptoriums et des ateliers, naissait celui qui était destiné à transformer ses rêves en réalité. On ne l'appelait pas architecte au sens moderne du terme. Son titre était différent, maître maçon. Il était à la fois concepteur, ingénieur en structure, contremaître et chef de projet. Son nom était rarement conservé dans les chroniques, car toute la gloire devait revenir à Dieu et aux commanditaires, mais c'est son génie qui se cachait derrière chaque élément de la construction, chaque arc calculé
et chaque nervure s'élançant vers le ciel. Le chemin vers les sommets de ce métier était long et ardu, commençant comme apprenti transportant des pierres et se terminant par des décennies d'études, de voyages et d'accumulation de savoirs sacrés. Tout ne commençait pas par un plan au sens où nous l'entendons. Le plan général de la cathédrale était plutôt un concept, un ensemble de principes géométriques basés sur la géométrie sacrée. Les principaux outils du maître étaient le compas et la règle. Toute la structure complexe du futur bâtiment était dérivée de figures simples, le carré et le cercle. Les méthodes de proportionnement basées sur la rotation du carré ou la construction de triangles équilatéraux permettaient d'atteindre une harmonie et une intégrité structurelle qui, croyait-on, étaient le reflet de l'ordre divin de l'univers. Le maître créait une série d'esquisses sur des tablettes de cire ou sur du parchemin coûteux. C'étaient des plans d'étages, des coupes de façade, des schémas de voûtes. Mais le véritable plan à l'échelle 1 pour 1 devenait le terrain lui-même. Sur une immense surface plane soigneusement nivelée et recouverte de plâtre, appelé le sol de traçage, le maître et ses assistants dessinaient en grandeur nature les gabarits des blocs de pierre les plus complexes, tels que les éléments d'arc, les nervures de voûte et les détails des remplages de fenêtres. C'était une gigantesque interface graphique du Moyen Âge, où la géométrie abstraite se transformait en modèle concret. Parallèlement à l'élaboration du projet se déroulait une bataille non moins complexe, la bataille pour le financement. Le coût de la construction d'une cathédrale gothique était astronomique, comparable au budget d'une petite guerre. L'évêque et le chapitre, c'est-à-dire le conseil des plus hauts clercs de la cathédrale, étaient les principaux initiateurs et les premiers investisseurs. Ils investissaient les revenus des terres de l'Église, la dîme, les dons de seigneurs nobles. Mais cela était terriblement insuffisant. Une collecte de fonds commençait, que nous appellerions aujourd'hui un financement participatif à l'échelle planétaire. Des prédicateurs étaient envoyés dans tout le diocèse et au-delà, appelant à donner pour cette œuvre pieuse. Une source de revenus particulière était le commerce des indulgences, des lettres de rémission des péchés que l'Église vendait en échange de dons généreux pour la construction. On organisait des tournées de reliques. On transportait à travers villes et villages les reliques des saints appartenant à la cathédrale, et quiconque vénérait la relique laissait sa pièce. Tout était mis à contribution, des testaments des riches bourgeois désirant s'assurer une place au paradis aux contributions des guildes artisanales, qui non seulement démontraient ainsi leur piété, mais obtenaient également le droit à leur propre chapelle ou vitrail dans la future cathédrale, ce qui était une sorte de publicité éternelle. Tout ce mécanisme financier complexe exigeait une comptabilité scrupuleuse. La figure du maître de la fabrique ou du marguillier apparaît, responsable du trésor du chantier. Il tenait d'épais registres de recettes et de dépenses où chaque pièce dépensée était enregistrée. Pour l'achat de chaux, pour le salaire des maçons, pour la nourriture des bœufs. Ces livres de comptes, qui nous sont parvenus, sont une source d'informations inestimable qui permet de reconstituer l'économie d'un chantier médiéval. Nous y voyons comment les prix des matériaux changeaient, comment les grèves des ouvriers se répercutaient sur le budget, comment une année de mauvaise récolte pouvait geler tous les travaux pendant plusieurs années. Mais même avec de l'argent et un plan génial, la construction ne pouvait pas commencer sans un autre élément clé, le terrain. Les cathédrales étaient souvent construites à l'emplacement d'anciennes églises romanes plus modestes. Cela signifiait qu'il fallait d'abord démolir l'ancien bâtiment, et ce, par étapes, pour ne pas interrompre les offices. Si la cathédrale était agrandie, il fallait alors raser tout un quartier de la ville. L'Église entamait de longues et complexes négociations avec les propriétaires des maisons, rachetant leurs biens. Ce processus pouvait durer des années et s'accompagnait souvent de scandales et de procès. Il fallait non seulement déblayer le terrain, mais aussi assurer des voies d'accès pour les milliers de charrettes de matériaux. Les rues médiévales étroites n'étaient absolument pas adaptées à cela. Il fallait tracer de nouvelles routes, consolider les ponts,
négocier avec les propriétaires des terres que traversait le chemin de la carrière au chantier. Ainsi, avant même que la première pierre ne soit posée, une intense activité logistique comparable à la préparation d'une grande campagne militaire bouillonnait déjà autour de la future cathédrale. L'issue de cette campagne déterminait si le projet ambitieux était destiné à devenir une réalité ou s'il resterait une simple esquisse sur parchemin, perdue dans les archives de l'histoire. Le monde était suspendu dans un équilibre fragile lorsque l'évêque, en grande tenue, entouré de son clergé et de la noblesse, aspergea d'eau bénite la terre où devait s'élever la nouvelle demeure de Dieu. Les psaumes retentissaient, l'encens fumait. Ce rituel solennel symbolisait le commencement, le point de départ pour les générations à venir. Mais dès que la procession s'éloignait, l'ère des prières cédait la place à celle des ampoules. Commençait l'étape la plus sale, la plus laborieuse et la plus ingrate de la construction, le travail de la terre. C'est là, dans la boue et l'humidité, que se jetaient les bases de la splendeur future, et toute erreur commise à ce stade pouvait s'avérer fatale pour l'ensemble du projet des décennies plus tard. La première tâche était la préparation du chantier. C'était un acte de création en miniature, la transformation d'un terrain chaotique en un espace ordonné et fonctionnel. Le site était entouré d'une haute clôture en bois, non seulement pour le protéger des voleurs, mais aussi pour cacher aux regards indiscrets le processus sacré de la construction et, non moins important, les secrets professionnels des maîtres. À l'intérieur de ce périmètre, une véritable petite ville ouvrière voyait le jour. On construisait des baraquements temporaires pour les ouvriers venus d'ailleurs, une forge où l'on réparait les outils et forgeait les ferrures, un atelier de menuiserie où l'on fabriquait les échafaudages et les gabarits. Une place particulière était occupée par la loge, une grande baraque qui servait à la fois de cantine, de lieu de repos et de sorte de quartier général pour les maîtres maçons. C'est là, à l'abri des intempéries, qu'ils pouvaient discuter des plans, travailler sur les gabarits et transmettre leurs connaissances aux apprentis. À côté, on érigeait un entrepôt pour stocker les matériaux précieux comme la chaux, le sable et les outils, et bien sûr des écuries et des enclos pour les animaux de trait. Une fois le terrain prêt, la guerre contre la terre commençait, le creusement des fondations. En l'absence d'excavatrices et de bulldozers, ce processus était terriblement lent et pénible. Des milliers de terrassiers, armés seulement de pelles en bois à pointe de fer, de pioches et de paniers tressés, s'attaquaient au sol. La terre était évacuée à l'aide de brouettes ou dans ces mêmes paniers. La profondeur des fondations dépendait du type de sol et de la hauteur du futur bâtiment. Pour les grandes cathédrales, dont les murs et les tours devaient exercer une pression colossale sur le sol, les fondations s'enfonçaient jusqu'à 8 ou 10 mètres de profondeur, ce qui correspond à la profondeur d'un immeuble moderne de 3 étages. C'était un travail dangereux. Il y avait des éboulements, les eaux souterraines inondaient le chantier. Pour lutter contre l'eau, il fallait construire des systèmes de drainage complexes et utiliser des pompes primitives, actionnées à la main ou par des chevaux. Le maître maçon supervisait personnellement ce processus. Il étudiait le sol, déterminant sa capacité portante. Si le sol était trop meuble ou marécageux, il fallait recourir à des solutions d'ingénierie astucieuse. L'une des technologies les plus courantes était la création d'un champ de pieux. On enfonçait dans le fond de l'excavation des centaines, voire des milliers de pieux en chêne ou en mélèze. On les brûlait pour les protéger de la pourriture et on les enfonçait dans le sol à l'aide de lourds moutons manuels ou mécaniques, des dispositifs où une lourde masse était soulevée par des cordes et lâchée sur le pieu. Cela créait une base solide qui répartissait uniformément le poids du futur bâtiment. Une autre méthode consistait à créer une pierre artificielle, en remplissant le fond de l'excavation de couches de gravats, de gravier et de briques cassées, en tassant soigneusement chaque couche et en l'arrosant de mortier de chaux. Une fois le fond de l'excavation consolidé, la pose des fondations proprement dites commençait.
C'était un travail grossier mais extrêmement responsable. On utilisait comme matériau la pierre la plus solide et la moins chère que l'on pouvait trouver à proximité, souvent du moellon ou des blocs de grès grossièrement taillés. Les pierres étaient posées sur un puissant mortier de chaux qui, au fil des siècles, gagnait en solidité, se transformant en un monolithe. La largeur des fondations était nettement supérieure à celle des futurs murs, créant une base solide rappelant le système racinaire d'un arbre géant. À l'intérieur des fondations, on laissait souvent des vides et des passages pour économiser du matériau et réduire le poids total. Parfois, ces souterrains étaient plus tard transformés en cryptes, des églises inférieures pour l'inhumation de personnages nobles et la conservation de reliques. La précision à ce stade était d'une importance capitale. C'est à ce moment-là que l'emplacement exact des futurs murs, colonnes et piliers était déterminé. Le traçage était effectué à l'aide de cordes tendues, de piquets et d'instruments de mesure très simples comme des règles et des équerres. Tout écart par rapport au plan au niveau des fondations pouvait entraîner une déformation catastrophique de la géométrie à des dizaines de mètres de hauteur. Le maître vérifiait personnellement chaque angle, chaque ligne, en se référant à son plan dessiné sur parchemin ou directement sur le sol de traçage. Cette phase souterraine de la construction pouvait durer des années, engloutissant d'énormes ressources tout en restant invisible pour les citadins. Ils ne voyaient qu'une clôture, des montagnes de terre excavées et un flot incessant de charrettes. C'était une période d'épreuve pour la foi et la patience des commanditaires. L'argent s'enfonçait dans le sol et il n'y avait toujours pas de résultat visible. Mais les maîtres expérimentés savaient qu'une cathédrale pousse vers le bas avant de s'élancer vers le haut. Des fondations solides et fiables étaient la promesse silencieuse que le géant de pierre, né des rêves humains, résisterait aux tempêtes, aux guerres et au temps lui-même, portant la gloire de ses créateurs à travers les siècles. Tandis que la ville menait une guerre invisible contre la terre à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de là, une autre bataille, non moins épique, se déroulait, une bataille contre les montagnes. La pierre, voilà l'alpha et l'oméga de la cathédrale gothique. Sa chair, ses os, son essence même, et la logistique de l'extraction et du transport de cette pierre était, sans exagération, la tâche la plus complexe et la plus coûteuse de tout le projet. Le choix de la pierre était une décision d'une importance stratégique, dont dépendait non seulement l'esthétique, mais aussi la durabilité du bâtiment. Avant d'ouvrir une nouvelle carrière, une prospection géologique minutieuse était menée. Les maîtres maçons, qui possédaient une connaissance approfondie de la pétrographie, parcouraient les environs, étudiant les affleurements rocheux, interrogeant les habitants. Tout les intéressait, la couleur de la pierre, son grain, sa dureté, sa résistance au gel et à l'érosion. L'idéal était un calcaire ou un grès à grains fins, suffisamment tendre pour une sculpture fine, mais suffisamment solide pour supporter des charges colossales. On utilisait souvent des pierres différentes pour différentes parties de la cathédrale. La plus solide et la plus chère était utilisée pour les colonnes et les piliers porteurs. La plus tendre et la plus décorative pour les sculptures et les ornements. Et la moins chère et la plus grossière pour le remplissage des murs. L'une des plus célèbres était la pierre de Caen, en Normandie. Sa couleur crème et sa qualité exceptionnelle en firent de la reine des matériaux de construction. On l'exporta même en Angleterre pour la construction de la cathédrale de Canterbury et de l'abbaye de Westminster. Une fois le gisement choisi, l'Église achetait ou louait à long terme le terrain. Autour de la carrière, un véritable village voyait instantanément le jour, avec ses propres règles et sa propre hiérarchie. La vie y était rude et dangereuse. Les carriers formaient une caste particulière d'ouvriers. Leur travail était infernal. À l'aide d'outils primitifs comme des coins, des marteaux, des leviers et des pioches, ils s'attaquaient à la chair de pierre de la montagne. La technologie d'extraction était simple et géniale.
D'abord, on traçait à la surface de la roche la ligne de la future fracture. Puis, le long de cette ligne, à l'aide d'un ciseau et d'un marteau, on creusait une série de trous profonds. Dans ces trous, on insérait des coins en bois sec, que l'on arrosait ensuite abondamment. En gonflant, le bois créait une pression monstrueuse, capable de fendre un bloc de plusieurs tonnes. En hiver, on utilisait une autre méthode. On remplissait les trous d'eau qui, en gelant et en se dilatant, accomplissaient le même travail. Le bloc détaché du massif n'était qu'un produit semi-fini. Il fallait maintenant le briser en blocs de taille plus ou moins standard, transportable. D'autres équipes s'en chargeaient. Venait ensuite le dégrossissage. Pour ne pas transporter de poids inutiles, les blocs étaient grossièrement taillés sur place, leur donnant la forme approximative de la future pièce. Sur chaque bloc, le maître apposait sa marque personnelle, un poinçon, qui servait à la fois de gage de qualité et de base pour le paiement ultérieur. Ces marques, que l'on peut encore trouver aujourd'hui sur les murs des cathédrales, sont une sorte d'autographe des maîtres médiévaux. Et c'est là que commençait le plus grand cauchemar logistique, le transport. Le coût du transport de la pierre dépassait souvent de plusieurs fois le coût de son extraction. Il existait deux méthodes principales, par voie terrestre et par voie d'eau. Le transport terrestre était lent et incroyablement coûteux. Les blocs de pierre étaient chargés sur de massives charrettes à 2 ou 4 roues, tirées par des attelages de 8, 12, voire 20 bœufs. Les routes médiévales, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, étaient des ornières défoncées qui se transformaient en bourbiers après chaque pluie. La vitesse d'une telle caravane dépassait rarement quelques kilomètres par jour. Les charrettes se cassaient constamment. Les animaux tombaient d'épuisement. Pour transporter la pierre, il fallait construire de nouvelles routes, paver les gués, consolider les ponts. L'entretien de l'infrastructure routière pesait lourdement sur le budget du chantier. C'est pourquoi, si la moindre possibilité se présentait, on préférait la voie d'eau. Les rivières étaient les principales artères de transport de l'Europe médiévale. On s'efforçait d'installer les carrières le plus près possible des rivières navigables. Les blocs de pierre étaient transportés par des attelages de bœufs jusqu'à des quais spécialement aménagés, où ils étaient chargés sur des barges à fond plat à l'aide de grues en bois primitives. Une telle barge pouvait transporter une cargaison qui aurait nécessité des dizaines de charrettes et des centaines de bœufs par voie terrestre. C'était incomparablement moins cher et plus rapide. Mais il y avait aussi des risques. Les bateaux pouvaient s'échouer, être pris dans une tempête ou simplement chavirer sous le poids de la cargaison. La navigation sur de nombreuses rivières n'était possible qu'à certaines périodes de l'année. Néanmoins, c'est grâce aux systèmes fluviaux de la Seine, de la Loire, du Rhin et de la Tamise que les projets de construction les plus ambitieux ont pu être réalisés. Mais la pierre n'était pas la seule ressource à transporter. Le bois était tout aussi important. Pour la construction des échafaudages, des charpentes de toit, des gabarits, des grues et des charrettes, il fallait toute une forêt, des milliers et des milliers de poutres de chêne, de pins et de sapins. Le chêne était apprécié pour sa solidité et sa durabilité. On l'utilisait pour les structures les plus critiques. Le bois était également transporté par flottage sur les rivières ou par charrette. Son exploitation était une branche distincte de l'économie, contrôlée par les seigneurs féodaux sur les terres desquelles se trouvaient les forêts. Et enfin, le ciment du Moyen-Âge, le mortier de chaux. Pour sa production, il fallait de la chaux, que l'on obtenait en cuisant du calcaire dans des fours spéciaux. Ces fours étaient situés soit près de la carrière, soit directement sur le chantier. Le processus de cuisson exigeait une énorme quantité de bois de chauffage et durait plusieurs jours. La chaux vive obtenue était ensuite mélangée à du sable et à de l'eau pour obtenir du mortier. La qualité du mortier était d'une importance capitale. Les secrets des bonnes proportions et des additifs, on ajoutait parfois au mortier du blanc d'œuf, du fromage blanc ou même du sang d'animal pour en augmenter la solidité,
était gardé par les maîtres et transmis de génération en génération. Le sable et le gravier pour le mortier étaient extraits des rivières ou de carrières spéciales. Ainsi, le chantier de la cathédrale se transformait en un gigantesque centre logistique, le point d'arrivée de dizaines et de centaines d'itinéraires sur lesquels circulaient en un flot continu la pierre, le bois, la chaux, le sable, le fer pour les outils et les vivres pour les ouvriers. La gestion de ces flux exigeait du maître de la fabrique des compétences organisationnelles exceptionnelles. Il devait conclure des contrats avec des entrepreneurs, affréter des navires, engager des charretiers, surveiller l'état des routes et des entrepôts. Toute défaillance dans ce système très complexe, comme une sécheresse, une rivière à sec, une guerre féodale barrant une route, pouvait entraîner l'arrêt de toute la construction. Ce travail invisible d'organisation des approvisionnements était aussi important que le génie du maître maçon ou l'art du sculpteur. Sans ce flux continu de matériaux, le plus beau des projets ne serait resté qu'un rêve. Et voici que lorsque les fondations sont posées et que les premières livraisons de pierre et de bois sont arrivées sur le chantier, le véritable mystère commence. Le chantier s'anime, se remplit de voix, du cliquetis du métal, du grincement des treuils et des coups sourds des marteaux. Ce n'est plus un simple terrain, c'est un organisme social très complexe, vivant selon ses propres lois, avec sa hiérarchie stricte. Si la cathédrale est une musique figée, ses bâtisseurs sont un immense orchestre où chacun a sa partition. Et ce n'est que sous la direction d'un chef d'orchestre de génie, le maître maçon, que ce chaos de sons se transforme en une symphonie harmonieuse. Au sommet de cette pyramide se trouvait, comme nous l'avons déjà dit, le maître maçon. Il était l'élite du monde de la construction. Il était souvent lettré, connaissait le latin et les bases de la théologie pour pouvoir communiquer avec les commanditaires clercs sur un pied d'égalité. Ses connaissances en géométrie et en mécanique étaient presque mystiques aux yeux du commun des mortels. Il ne travaillait pas de ses mains au sens habituel du terme. Son outil était son esprit. Il passait la plupart de son temps dans sa loge, travaillant sur les plans gabarits, effectuant des calculs et planifiant la prochaine étape des travaux. Il prenait toutes les décisions clés, du choix de la pierre à l'approbation du dessin des sculptures. Son autorité était incontestée. Il recevait un salaire énorme pour l'époque. On lui fournissait souvent une maison et des serviteurs. Les grands maîtres étaient débauchés de ville en ville, se voyant proposer des conditions toujours meilleures, comme on débauche aujourd'hui des architectes vedettes ou des footballeurs. Un échelon plus bas se trouvaient les maîtres d'œuvre ou les contremaîtres. C'étaient ces bras droits, des maçons expérimentés qui avaient gravi les échelons jusqu'à des postes de direction. Chacun d'eux était responsable de son propre secteur de travail. L'un de la maçonnerie des murs, un autre de la construction des voûtes, un troisième du travail à la carrière. Ils étaient le lien entre la conception géniale du maître et les centaines de mains ouvrières. Ils distribuaient les tâches, surveillaient la qualité du travail et le respect des délais, réglaient les différends et punissaient les fautifs. Venait ensuite l'aristocratie de la classe ouvrière, les maçons qualifiés. C'étaient de vrais professionnels de leur métier. Ils se divisaient en deux catégories principales. Les tailleurs de pierre travaillaient directement au sol, dans la loge. Leur tâche consistait à prendre un bloc brut, livré de la carrière, et à l'aide d'un compas, d'une équerre et de gabarits réalisés par le maître, à le transformer en une pièce parfaitement ajustée d'une mosaïque architecturale complexe. C'était un travail fin et précis, qui exigeait de nombreuses années d'apprentissage. Chaque tailleur de pierre avait sa propre marque personnelle, qu'il gravait sur la pierre travaillée. La deuxième catégorie était les poseurs. Ils travaillaient déjà en hauteur, sur les échafaudages. Leur tâche consistait à prendre un bloc fini et travailler, et à le placer à l'endroit prévu dans le mur ou la voûte, en le scellant avec du mortier. Cela exigeait non seulement de la précision, mais aussi une force physique et un courage énorme. Parallèlement aux maçons travaillait une autre guilde très importante, les charpentiers. Sans eux,
La construction d'une cathédrale aurait été impossible. Ce sont eux qui créaient tout le squelette du chantier. Ils construisaient et rehaussaient au fur et à mesure que les murs s'élevaient, les gigantesques échafaudages qui ceinturaient la cathédrale comme une toile d'araignée. Ils fabriquaient les cintres, ces solides charpentes en bois sur lesquelles on posait les pierres des arcs et des voûtes. Tant que le mortier n'avait pas pris, c'étaient ces structures en bois qui supportaient tout le poids de la maçonnerie. Les charpentiers étaient également responsables de la fabrication et de l'entretien des engins de levage, des charpentes de toit, des portes, des cadres de fenêtres et de toute l'infrastructure temporaire du chantier. Leur savoir-faire était aussi apprécié que celui des maçons. Les forgerons faisaient une partie intégrante de cet orchestre. Dans leur atelier bruyant, sentant le charbon et le métal incandescent, ils étaient les dieux du fer. Ils forgeaient et affûtaient constamment des milliers d'outils pour les maçons et les charpentiers, des ciseaux, des marteaux, des pioches, des scies, des forêts. Ils fabriquaient les chaînes et les crochets des grues, les grilles des fenêtres, les gonds et les serrures des portes. Et surtout, ils produisaient d'innombrables agrafes, ancres et tirants en fer, qui étaient utilisés pour renforcer davantage la maçonnerie aux endroits les plus critiques, fonctionnant comme une armature interne. À mesure que les murs s'élevaient, de nouveaux spécialistes apparaissaient sur le chantier. Les verriers et les vitraillistes, véritables alchimistes, transformaient le sable et la potasse en verre coloré, à partir duquel ils assemblaient ensuite, comme une mosaïque, de gigantesques panneaux de vitraux. Les couvreurs, qui recouvraient l'immense toit en bois de plaques de plomb, de tuiles ou d'ardoises, créant une protection fiable contre les intempéries. Les sculpteurs, souvent issus des rangs des tailleurs de pierre les plus talentueux, qui ornaient les façades et les chapiteaux des colonnes de sculptures très complexes, créant une Bible de pierre pour les paroissiens illettrés. Et tout en bas de cette pyramide se trouvait une immense armée anonyme d'ouvriers non qualifiés. C'étaient des journaliers, des paysans venus chercher du travail en ville, des vagabonds. Ils effectuaient les travaux les plus durs et les plus sales. Ils gâchaient le mortier, transportaient les pierres, tournaient les roues des grues, nettoyaient les décombres. Leur travail était bon marché, et leur vie courte. C'est sur leurs épaules, au sens littéral, que reposait tout le poids du grand chantier. Tous ces hommes étaient regroupés en un système complexe de guildes et de corporations. La corporation n'était pas un simple syndicat. C'était une confrérie qui réglementait tous les aspects de la vie d'un artisan. La corporation établissait des normes de qualité, fixait les prix du travail, limitait le nombre de maîtres et d'apprentis pour éviter la concurrence. Elle remplissait également des fonctions de protection sociale. Elle aidait les veuves et les orphelins de ses membres, s'occupait des malades. Le chemin pour devenir maître était long. Un garçon entrait en apprentissage pendant 7 ou 10 ans, puis devenait un compagnon itinérant, voyageant de ville en ville et de chantier en chantier pour acquérir de l'expérience. Et ce n'est qu'après cela, après avoir créé un chef-d'œuvre, c'est-à-dire une pièce exemplaire, et réussi un examen, qu'il pouvait obtenir le titre de maître et ouvrir son propre atelier. Ce système assurait un très haut niveau de professionnalisme et la continuité des savoirs, qui se transmettaient de génération en génération. Le chantier de la cathédrale était un creuset où se rencontraient des maîtres de différents pays, échangeant des techniques et des idées, ce qui contribua à la diffusion rapide des innovations architecturales dans toute l'Europe. Cela semblait être de la pure sorcellerie. Des blocs de pierre de plusieurs tonnes, des chapiteaux sculptés et des sections entières d'arcs s'élevaient avec une grâce et une légèreté effrayantes à des hauteurs vertigineuses pour prendre leur place dans le corps grandissant de la cathédrale. Pour l'homme du Moyen-Âge, dont la vie quotidienne était liée à la force de ses propres muscles ou de ceux des animaux, ce spectacle tenait du miracle. Mais derrière ce miracle se cachait un calcul d'ingénierie froid et la simplicité géniale de mécanismes qui permettaient à une poignée d'hommes de contrôler un poids qui aurait été hors de portée de centaines. C'était l'ère du triomphe du levier, de la poulie
et de la roue. L'élément central de tout chantier en hauteur était la grue. Les ingénieurs médiévaux en utilisaient plusieurs types, mais la plus puissante et la plus répandue était la grue à roue de carrier ou cage à écureuil. Imaginez une roue géante, semblable à une roue de hamster, mais de 4 ou 5 mètres de diamètre. À l'intérieur de cette roue, marchant sur des barreaux en bois, se trouvaient 1 ou 2 ouvriers. Leur force musculaire faisait tourner la roue qui, à son tour, par un système d'arbres et d'engrenages, enroulait le câble de levage sur un tambour. Ce mécanisme, connu depuis l'Empire romain, permettait de soulever des charges pesant jusqu'à plusieurs tonnes. On installait souvent 2 de ces roues sur le même arbre, doublant ainsi la puissance. Le travail des grutiers était monotone et extrêmement dangereux, un faux pas, et l'homme pouvait être happé par le mécanisme ou tomber de haut. Si le câble se rompait, la roue se mettait à tourner en sens inverse à une vitesse folle, et ceux qui se trouvaient à l'intérieur n'avaient aucune chance de s'en sortir. Les grues elles-mêmes étaient des chefs-d'œuvre de charpenterie. Elles pouvaient être fixes, installées au niveau supérieur des échafaudages, ou mobiles. Un type particulier était la grue pivotante, dont la flèche pouvait tourner, permettant non seulement de soulever, mais aussi de déplacer la charge horizontalement. Pour soulever des charges plus petites, comme du mortier, des outils, des briques individuelles, on utilisait des systèmes plus simples de poulies et de palans, actionnés à la main. Le palan, un système de plusieurs poulies mobiles et fixes à travers lesquelles passe une corde, permettait à un homme de soulever un poids plusieurs fois supérieur au sien. La technologie des échafaudages n'était pas moins importante que les engins de levage. L'échafaudage d'une cathédrale gothique était une véritable forêt dans la forêt, une structure tridimensionnelle très complexe qui grandissait avec le bâtiment. Il était fait de solides poutres, assemblées avec des cordes ou plus rarement des agrafes en fer. Il remplissait plusieurs fonctions. Premièrement, c'était une plateforme de travail pour les maçons poseurs. Deuxièmement, il servait de support pour des rampes et des chemins temporaires sur lesquels on transportait du mortier et de petits matériaux à l'aide de brouettes. Troisièmement, on y installait souvent les engins de levage. La conception des échafaudages était pensée dans les moindres détails. Leurs supports étaient insérés dans des trous spéciaux que l'on laissait dans la maçonnerie au fur et à mesure de sa construction. Lorsque l'échafaudage était démonté et déplacé à un niveau supérieur, ces trous étaient soit rebouchés, soit laissés, et nous pouvons les voir encore aujourd'hui sur les murs de nombreuses cathédrales. Mais l'invention la plus géniale, peut-être, qui a permis de réaliser l'idée maîtresse du gothique, la création d'immenses espaces inondés de lumière, fut le cintre. La cathédrale gothique est un système de charpente où toute la charge des voûtes en pierre massive est transmise non pas aux murs, que l'on pouvait percer d'immenses fenêtres, mais à des supports ponctuels, des colonnes et des contreforts. Mais comment construire cette voûte en pierre à une hauteur de 30 ou 40 mètres au-dessus du sol? C'est précisément à cela que servaient les cintres. C'étaient de puissantes fermes en bois qui épousaient exactement la courbe du futur arc ou de la nervure de la voûte. On les assemblait au sol, puis on les hissait à l'aide de grues et on les installait entre les piliers. Sur cette charpente en bois, comme sur un coffrage, les maçons posaient les claveaux de la voûte, en commençant par les supports et en se déplaçant vers le centre, où la voûte était fermée par une clé de voûte. Le mortier entre les pierres devait prendre ce qui prenait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pendant tout ce temps, c'étaient les cintres en bois qui supportaient le poids de centaines de tonnes de pierres. Le moment où l'on démontait les cintres était le plus tendu et le plus excitant de tout le chantier. Si les calculs du maître étaient incorrects, la voûte en pierre restait suspendue dans les airs, commençant sa vie propre et redistribuant la charge sur les supports. Si une erreur avait été commise, la voûte s'effondrait avec un fracas terrible, emportant la vie des ouvriers et réduisant des années de travail en ruine.
Toutes ces technologies exigeaient du maître non seulement de l'intuition, mais aussi une connaissance pratique approfondie de la mécanique et de la résistance des matériaux. Il devait calculer la résistance des cordes, la capacité de levage des grues, la capacité portante des échafaudages et des cintres. Ces connaissances n'étaient pas théoriques, elles n'étaient pas exposées dans des manuels. Elles étaient le résultat de siècles d'expérience, d'essais et d'erreurs, transmis de maître à apprenti. Le chantier était un gigantesque laboratoire où naissaient et se perfectionnaient constamment des solutions d'ingénierie. Et en regardant les voûtes de la cathédrale de Beauvais ou d'Amiens qui s'élèvent vers les nuages, nous devons nous souvenir non seulement de l'élan religieux de leur créateur, mais aussi de ces génies anonymes de l'ingénierie qui ont réussi à vaincre la gravité à l'aide d'une corde, de bois et d'une roue. Pendant 2 générations, les murs de la nouvelle cathédrale s'élevèrent inexorablement vers le ciel, symbole de la foi inébranlable et de la prospérité de la ville. Il semblait que Dieu lui-même bénissait cette entreprise audacieuse. Mais le monde au-delà de l'enceinte sacrée n'était ni pacifique ni stable. Et bientôt, les ombres de la guerre, de la famine et d'une terrible maladie allaient mettre à l'épreuve la foi des bâtisseurs par le feu et le sang. Un projet, conçu pour des décennies, était par définition vulnérable à tous les cataclysmes qui pouvaient s'abattre sur la société médiévale. L'ennemi le plus terrible et le plus soudain du chantier était le feu. Le chantier était un gigantesque baril de poudre, des milliers de mètres cubes de bois sec dans les échafaudages et les cintres, des entrepôts de paille pour l'isolation en hiver, une forge avec un foyer ouvert, la moindre étincelle d'une torche jetée négligemment ou d'un coup de foudre pouvait en quelques minutes transformer le chantier en un enfer flamboyant. Le toit en bois temporaire, qui recouvrait souvent les parties déjà construites de la cathédrale pour les protéger des intempéries, était particulièrement vulnérable. Un incendie pouvait détruire en une nuit ce qui avait été créé pendant des années. Les coûteux engins de levage brûlaient, les échafaudages s'effondraient et, le plus terrible, la pierre déjà posée se fissurait et perdait de sa solidité à cause de la chaleur intense. Après un tel désastre, il ne suffisait pas de reconstruire. Il fallait d'abord démolir les structures endommagées et devenues instables. L'histoire de la construction de nombreuses cathédrales est une histoire de lutte contre le feu. La célèbre cathédrale de Chartres a subi plusieurs incendies catastrophiques, après lesquels il a fallu la reconstruire presque entièrement. Chacun de ces incendies n'était pas seulement une catastrophe matérielle, mais aussi une catastrophe spirituelle que les contemporains percevaient comme un châtiment divin pour leurs péchés. Un autre tueur silencieux du projet était la faim. L'économie médiévale était agraire et extrêmement dépendante des caprices du temps. Quelques années de sécheresse ou, au contraire, de pluies diluviennes pouvaient entraîner une mauvaise récolte catastrophique. Le prix du pain, principal aliment, grimpait en flèche. L'argent destiné à la construction était utilisé pour acheter des vivres pour la ville affamée. Le flot de dons des paysans et des petits bourgeois se tarissait. Les ouvriers eux-mêmes, affaiblis par la malnutrition, travaillaient moins bien ou quittaient même le chantier à la recherche de nourriture. La construction s'arrêtait pendant des années, le chantier se couvrait de mauvaises herbes et les murs inachevés, exposés à tous les vents et à toutes les pluies, commençaient à se dégrader lentement. Mais l'épreuve la plus terrible que l'Europe ait jamais connue fut la peste noire. Au milieu du XIVe siècle, la pandémie de peste a anéanti, selon différentes estimations, entre un tiers et la moitié de la population du continent. Ce fut une catastrophe aux proportions apocalyptiques qui a changé le monde à jamais. Les chantiers se vidèrent. Les maîtres qualifiés, dont le savoir valait de l'or, moururent au même titre que les simples journaliers. Des corporations entières de maçons et de charpentiers cessèrent d'exister. Ceux qui survécurent s'enfuirent, terrifiés, des villes pestiférées. L'économie était paralysée. Pendant plusieurs décennies, dans toute l'Europe, les grands chantiers furent gelés.
Et lorsque l'épidémie recula, le monde fut confronté à une grave pénurie de main-d'œuvre. Le coût du travail augmenta fortement. Les maîtres survivants se mirent à exiger beaucoup plus pour leur travail, ce qui entraîna une nouvelle vague d'inflation et rendit la reprise de la construction encore plus problématique. Et enfin, la guerre était la toile de fond permanente de la vie de la société médiévale. Les querelles féodales, les croisades, la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France, tout cela influençait directement le cours de la construction. Premièrement, la guerre exigeait de l'argent. Les rois et les seigneurs imposaient aux villes et à l'Église des taxes spéciales pour financer les opérations militaires, prélevant ainsi les fonds mêmes qui auraient pu servir à acheter de la pierre ou à payer la main-d'œuvre. Deuxièmement, la guerre exigeait des hommes. Les artisans et les paysans étaient mobilisés dans les milices, les arrachant à leur travail pacifique. Troisièmement, les opérations militaires menaçaient directement le chantier. Une armée ennemie pouvait assiéger la ville et la cathédrale inachevée devenait une cible facile pour les catapultes et les trébuchets. Le siège interrompait tous les approvisionnements, condamnant le chantier à une mort lente. Ainsi, l'histoire de la construction d'une cathédrale n'est pas un mouvement planifié de la fondation à la flèche. C'est une ligne pointillée, interrompue par les incendies, la faim, les épidémies et les guerres. Parfois, la construction s'arrêtait pendant 50, 70, voire 100 ans. Pendant ce temps, plusieurs générations de maîtres se succédaient. Les commanditaires mouraient, les plans se perdaient, la mode architecturale changeait. Souvent, une cathédrale commencée dans le style gothique primitif était achevée dans le style flamboyant, ce qui entraînait un éclectisme étrange que nous pouvons observer encore aujourd'hui. La capacité de ces projets à survivre, à renaître de leurs cendres et à se poursuivre malgré tout, témoigne non seulement de la flexibilité de la logistique médiévale, mais aussi de la force incroyable de l'idée qui les a engendrés. Chaque reprise des travaux après une nouvelle crise était un acte de défi au destin, le symbole que la foi et la persévérance humaine sont plus fortes que le feu, la peste et l'épée. Des décennies ont passé. Le squelette de la cathédrale, sa charpente de colonnes, d'arcs et de contreforts, a finalement été érigé. Maintenant venait l'étape où cette carcasse puissante mais encore sans âme devait acquérir sa chair et son âme. Un travail commençait où le calcul de l'ingénieur cédait la place à l'art pur et l'artisanat se transformait en théologie. C'était l'ère de la création de dentelles de pierre et de tapisseries de verre, transformant le bâtiment en un écrin rempli de lumière et de sens. Le summum du savoir-faire des tailleurs de pierre était la création de voûtes d'ogives. Cette innovation clé du gothique permettait non seulement d'alléger la structure, mais aussi de donner à l'intérieur un dynamisme et une aspiration vers le haut incroyable. Les ogives sont les nervures en pierre de la voûte, qui en formaient la charpente. C'est elles que l'on posait d'abord sur les cintres. Ensuite, l'espace entre les ogives, le remplissage, était comblé de pierres plus légères et soigneusement ajustées. Cela exigeait une taille et une pose d'une précision virtuose. La création de voûtes complexes en étoiles ou en éventail du gothique tardif s'apparentait à la résolution d'un puzzle tridimensionnel très complexe. Chaque pierre avait une forme unique et devait s'insérer à sa place avec une précision millimétrique. Parallèlement à la construction des voûtes, on travaillait sur l'extérieur. Les façades des cathédrales, en particulier la façade principale, occidentale, se transformaient en un gigantesque livre de pierre dont les pages étaient remplies de centaines, voire de milliers de sculptures. Les portails, les tympans, les corniches, les consoles, tout était couvert d'une sculpture très complexe. Il y avait des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, des vies de saints, des figures allégoriques des vertus et des vices, des représentations des signes du zodiaque et des symboles des guildes artisanales. C'était une Bible pour les illettrés, un manuel visuel de la doctrine chrétienne. La création de ces sculptures était confiée aux meilleurs maîtres, dont l'art était très apprécié.
Ils travaillaient d'après des esquisses approuvées par le chapitre, mais y ajoutaient souvent leurs propres détails d'auteur. Les figures de saints et d'anges côtoyaient des chimères et des gargouilles grotesques, qui avaient non seulement une fonction décorative, mais aussi une fonction pratique, servant de gouttière. Mais le principal miracle de la cathédrale gothique, sa véritable âme, c'étaient les vitraux. Si l'église romane était une forteresse de la foi, avec des murs épais et des fenêtres meurtrières étroites, la cathédrale gothique était sa serre. Grâce à la structure en charpente, les murs n'étaient plus porteurs, ce qui a permis de percer d'immenses fenêtres, occupant parfois presque tout l'espace d'une colonne à l'autre. Le remplissage de ces ouvertures avec du verre coloré était un processus très complexe et coûteux, auquel participaient des maîtres de plusieurs spécialités. Tout commençait dans l'atelier du verrier. Le verre était fondu dans des creusets en argile dans des fours spéciaux. La base était du sable et des cendres de plantes, c'est-à-dire de la potasse. Pour donner de la couleur au verre, on ajoutait à la masse fondue des oxydes de différents métaux. Le cobalt donnait du bleu, le cuivre du rouge rubis, le manganèse du pourpre, le fer du jaune et du vert. Obtenir une couleur pure et uniforme était très difficile. Le verre médiéval était plein de bulles et d'hétérogénéité, mais c'est précisément ce qui lui donnait sa texture particulière et vivante. De la masse fondue, on soufflait soit un cylindre, que l'on coupait ensuite et que l'on aplatissait en une feuille, soit un disque selon la technique du verre en lune. Les feuilles de verre colorées finies étaient envoyées à l'atelier du vitrailliste. Là, un artiste dessinait sur une table en grandeur nature une esquisse du futur vitrail, appelée carton. Sur cette esquisse étaient indiqués les contours de tous les détails et leurs couleurs. Ensuite, d'après ce carton, un verrier coupeur, à l'aide d'une tige de fer chauffée à blanc et de pinces spéciales, découpait dans les feuilles de verre colorées des morceaux de la forme requise. C'était un travail minutieux, qui exigeait une main sûre et un œil précis. L'étape suivante était la peinture. Sur les morceaux de verre découpés, on appliquait avec une peinture sombre spéciale, la grisaille, composée de verre pilé, d'oxyde de cuivre ou de fer et d'un liant comme le vin ou le vinaigre, les petits détails, les traits des visages, les plis des vêtements, les ornements. Cette peinture n'était pas transparente. Elle permettait de modeler la forme et de créer un effet de clair-obscur. Après l'application de la peinture, chaque morceau de verre était cuit dans un four pour que la peinture s'incruste de manière permanente à la surface. Et enfin, l'assemblage. Les morceaux de verre peints et cuits, comme les pièces d'une mosaïque, étaient assemblés en un panneau unique à l'aide de plombs en forme de hache. Ces bandes de plomb étaient flexibles et permettaient d'assembler des verres aux formes les plus étranges. Les joints étaient soudés à l'étain. Le panneau assemblé était encore flexible. Pour lui donner de la rigidité, on l'enfermait dans une solide armature métallique, qui était ensuite fixée dans l'ouverture en pierre de la fenêtre. Le coût des vitraux était colossal. Le bleu de cobalt et le rouge rubis étaient aussi précieux que l'or. Le financement d'une grande rosace pouvait être comparable au coût de tout un domaine. C'est pourquoi les commanditaires des vitraux étaient souvent des rois, des seigneurs nobles ou de riches corporations artisanales. Ils ne manquaient pas l'occasion de s'immortaliser, en plaçant au bas du vitrail des représentations de leurs armoiries ou d'eux-mêmes en tant que donateurs, des figurines agenouillées priant la Vierge Marie ou un saint patron. Une fois les vitraux installés, l'intérieur de la cathédrale était transfiguré. Il se remplissait d'une lumière mystérieuse et scintillante, qui changeait au cours de la journée en fonction de la position du soleil. Ce n'était pas une simple lumière, c'était la nouvelle lumière dont parlait l'abbé Suguet, le symbole de la présence divine, qui dématérialisait la pierre et transportait le croyant du monde terrestre au monde céleste. Cette lumière mystique, se déversant à travers les tapisseries de verre, associée à l'architecture élancée et au son de l'orgue et du chant grégorien, créait un impact émotionnel d'une puissance incroyable qui, aujourd'hui encore, 8 siècles plus tard,
fait battre le cœur de quiconque entre sous les voûtes des grandes cathédrales gothiques. 1244. 100 ans se sont écoulés depuis ce matin brumeux où la première pierre a été posée. 3, voire 4 générations se sont succédées sur les échafaudages. Le garçon qui transportait des paniers de mortier au tout début était depuis longtemps devenu un maître aux cheveux gris et transmettait maintenant ses connaissances à ses petits-enfants. Pour les habitants de la ville, la cathédrale n'était plus un simple chantier. Elle était devenue une partie de leur vie, une partie de leur identité, le témoin silencieux de leur naissance, de leur mariage et de leur mort. Et voici qu'enfin arrive le jour où l'on retire les derniers échafaudages de la plus haute tour et où le géant se dévoile dans toute sa splendeur. Les cloches sonnent, leur bourdonnement flotte au-dessus des toits de tuiles, annonçant l'achèvement du grand œuvre. Mais qu'est-ce qui a été réellement construit en ces 100 ans? Pas un simple bâtiment de pierre et de verre, c'est tout un univers qui a été créé. D'un point de vue économique, la construction de la cathédrale a été un puissant moteur de croissance. Elle a donné du travail à des milliers de personnes, a stimulé le développement de l'artisanat, de la métallurgie à la production textile pour les vêtements des ouvriers. Elle a conduit à l'amélioration des infrastructures de transport, au développement d'instruments financiers comme le crédit et la comptabilité. La ville qui possédait une grande cathédrale devenait un centre de pèlerinage et de commerce, ce qui lui assurait une prospérité pour les siècles à venir. D'un point de vue technologique, le chantier de la cathédrale était une Silicon Valley médiévale, un centre d'innovation. C'est là que se sont affinées des solutions d'ingénierie qui étaient en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Les connaissances empiriques en statique, en mécanique, en résistance des matériaux, accumulées par des maîtres anonymes, ont jeté les bases de la future ingénierie scientifique. Les constructions géométriques complexes qu'ils utilisaient ont contribué au développement des mathématiques pratiques. La nécessité de gérer d'énormes équipes et des flux de matériaux a jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la gestion de projet et la logistique. D'un point de vue social, la cathédrale était un creuset. Des gens de différentes couches de la société et même de différents pays y travaillaient côte à côte. C'était un facteur qui unissait la communauté urbaine face à un grand objectif commun. Les guildes et les corporations qui participaient à la construction renforçaient leur influence et leur conscience de soi, jetant les bases de la future société civile. Mais l'héritage principal est, bien sûr, spirituel et culturel. La cathédrale n'était pas un simple lieu de prière. Elle était l'incarnation matérielle de toute la somme des connaissances, des croyances et des aspirations de l'homme médiéval. Son architecture était une théologie, ses sculptures une histoire, ses vitraux une révélation mystique. C'était un centre d'éducation où, dans les écoles cathédrales, naissaient les premières universités. C'était un théâtre où se jouaient des drames liturgiques. C'était une salle de concert où résonnait la musique polyphonique. Les évaluations de ces projets gigantesques par les historiens varient. Certains y voient exclusivement le symbole d'une foi sans bornes et d'un exploit collectif. D'autres, plus critiques, soulignent que les cathédrales étaient aussi un instrument de pouvoir et de contrôle social de la part de l'Église, et que leur coût exorbitant pesait lourdement sur les épaules du peuple, détournant des ressources de besoins plus urgents. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre les deux. Les cathédrales étaient tout cela à la fois. Le fruit de la foi, un instrument de pouvoir, un chef-d'œuvre de l'ingénierie et un monument à la vanité humaine. Aujourd'hui, en nous tenant devant Notre-Dame ou la cathédrale de Cologne, nous ne voyons que le résultat final, une beauté figée dans l'éternité. Mais nous savons maintenant que derrière chaque pierre se cache une histoire incroyable. Une histoire de logistique qui reliait des forêts de vierges, les carrières de montagne et les places de marché animées. Une histoire d'ingénieurs de génie qui ont appris à maîtriser la gravité avec du bois et de la corde.
Une histoire de milliers d'hommes et de femmes anonymes dont la sueur, le sang et la foi, pendant 100 ans, goutte à goutte, ont créé ce miracle de pierre. Ils n'ont pas laissé leur nom, mais leur héritage est bien plus que cela. C'est un message silencieux à travers les siècles. Un message sur ce dont l'humanité est capable lorsqu'elle est possédée par un grand rêve et prête à y consacrer la vie de plusieurs générations. Et tant que ces géants de pierre se dresseront, le souvenir de leur créateur vivra. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous à vous plonger dans cette époque grandiose. Si cette histoire vous a captivé autant que moi, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouveaux voyages dans le passé. Et s'il vous plaît, partagez dans les commentaires quelle grande cathédrale vous a le plus impressionné. Votre avis est très important pour nous. À bientôt.